Dans la première vidéo de cette série, on a vu que l'opposition gauche-droite a pris plein de formes au fil du temps. Républicain contre royaliste, progressiste contre conservateur, mondialiste contre souverainiste. Les noms changent parce que les idées bougent et parfois ce que défendait un camp hier est repris par l'autre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au sein d'un même camp, les courants s'affrontent, les plus jeunes et radicaux poussent les plus modérés vers l'opposition. Souvent, c'est la nouvelle gauche qui pousse la précédente à droite, ce qui crée des alliances et des conflits contradictoires sur le plan philosophique. Résultat, gauche et droite finissent souvent par faire l'inverse de ce qu'elles voulaient à la base, comme si elles étaient manipulées par leurs propres idées. Ici, l'idée est de mettre de côté le chaos du monde politique pour mieux comprendre les grandes logiques derrière la gauche et la droite. Parce que les idées suivent une certaine cohérence, alors que la politique est pleine de contradictions et de compromis. Pour ça, on explore 4 grandes oppositions inspirées du livre La haine du monde de Chantal Delsol. Les démiurges versus les jardiniers, l'émancipation versus l'enracinement, l'illimité versus la limite, l'individualisme versus le personnalisme. Ces 4 angles nous aideront à mieux cerner l'évolution de la gauche et de la droite sur 200 ans. Dans la première vidéo, nous avons vu ce qu'était la philosophie du démiurge et la philosophie du jardinier. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu que le démiurge était le produit de la philosophie de l'émancipation, tandis que le jardinier s'inscrit dans la philosophie de l'enracinement. L'idéologie de l'émancipation accorde un primat de la culture sur la nature, alors elle pense pouvoir détruire l'ordre humain actuel pour créer un monde nouveau. Les nazis ont aussi cru qu'ils pouvaient détruire la culture occidentale et judéo-chrétienne pour revenir à un allemand pur de tout mélange. Les nazis ne s'inscrivaient pas dans l'idéologie de l'émancipation, mais ils ont hérité de cette idéologie la démiurgie et le prométhéisme. J'ai dit que l'apparition de la gauche et de la droite correspond à l'affaiblissement de la foi chrétienne au XVIIIe siècle. Le christianisme garantissait un ordre du monde. L'homme était libre, mais limité par sa condition. La modernité, puis les totalitarismes, et maintenant la postmodernité, se sont libérés de Dieu, de sa transcendance, de son ordre dans le monde, ce qui leur fait croire qu'ils se sont libérés des limites. Dans cette vidéo, nous allons aborder un autre angle philosophique du clivage qui déchire l'Occident depuis 2 siècles, la métaphysique de l'illimité versus la métaphysique de la limite. Extériorité contre l'intériorité des limites. Pour les conservateurs ou les jardiniers, chaque être vivant et chaque chose dans la nature porte à l'intérieur de soi ses propres limites. Un fleuve n'existe que grâce à ses berges. Sans elles, il devient marécage. Les anciens l'avaient bien compris. L'illimité, c'est le non-être. La modernité refuse de reconnaître les limites intérieures. Les démiurges ne voient que les limites extérieures et les rendent aléatoires. L'homme et la femme ne sont pas limités par leur biologie, mais par le patriarcat. Un groupe humain n'est pas limité par son anthropologie, mais par ses préjugés. Un individu n'est pas limité par ses aptitudes, mais par la société. On tombe alors dans la quête de la liberté sans fin, de l'égalité sans fin, du bonheur parfait et pourquoi pas de l'immortalité. La société postmoderne a peur de la mort. Elle veut la faire reculer par tous les moyens, la choisir, la contrôler et peut-être même l'annuler. Le refus de la mort est un refus des limites intérieures. Or, l'amour, c'est se limiter soi-même pour faire de la place à l'autre. Le Dieu judéo-chrétien se crée par amour et se limite lui-même pour laisser de la place à ses créatures. Accepter de mourir n'est rien d'autre que donner à d'autres la joie du monde, dit Chantal Delsol. On tombe dans la quête du total au même titre que les totalitarismes du XXe siècle. On voudrait une rupture totale avec ce qui a existé. Plus de domination, plus de guerre, plus de racisme, plus de patriarcat, plus de discrimination. Cette vision totale ne peut pas voir le monde ancien avec ses nuances. La postmodernité veut une construction totalement nouvelle
qui totalement lui ressemble. Ce mouvement a commencé avec la Révolution française de 1793. Les Lumières écossaises avaient compris les dangers de l'individualisme et de la maîtrise totale de l'homme sur lui-même et la nature. Mais les Lumières françaises ont choisi de rompre totalement avec le passé en le déclarant totalement mauvais. C'est là que le totalitarisme a commencé. Mais même sans lui, le processus continue. La modernité pense que ma liberté s'arrête où commence celle des autres, comme si nos limites venaient uniquement de forces extérieures. Mais pour les conservateurs, nos limites sont avant tout intérieures. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Ma liberté ne s'arrête pas seulement là où commence celle de l'autre, car le monde humain n'est pas un combat de forces créatrices qui s'entrechoquent. Ma liberté s'arrête là où se donne l'ordre du monde, là où la morale me façonne. L'éthique nous précède. Elle n'est pas notre produit. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est elle qui nous fait. Si ce n'était pas le cas, les morales meurtrières des deux totalitarismes auraient eu le dernier mot. Elles ne se seraient pas effondrées dans le remords d'avoir défait un ordre mystérieux. Chantal Delsol. Les limites fixées par le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme est à la base des idées de progrès qui sont passées de la transcendance vers l'immanence, du monde spirituel vers le monde matériel. Justement parce que le judéo-christianisme avait inventé ces idées, il avait aussi inventé leurs limites, comme un remède dangereux qui contiendrait son antidote. Ces limites sont l'anthropologie. Pas une définition précise d'une anthropologie, juste l'idée qu'il existe une anthropologie, un ordre du monde et une condition humaine, des aspects essentiels de notre nature qui dépassent notre capacité à les appréhender et dont on ne comprend l'importance que quand on les perd. Car comme ils font partie de notre être, leur absence provoque un dysfonctionnement. Le temps fléché du judéo-christianisme reconnaissait des limites car l'humain était connecté à quelque chose de plus grand. L'homme, en tant qu'être libre, était capable d'améliorer le monde, mais en tant qu'être créé, il restait limité par le Créateur. La modernité a aboli le Créateur, et par là croit avoir aboli l'anthropologie. Elle pense que tout est culture, alors tout est possible. Du coup, l'émancipation avance sans savoir où elle va, ni quand s'arrêter. Elle croit pouvoir renaturer l'homme. Le totalitarisme n'était qu'un des moyens de cette volonté de renaturation. Mais cette volonté se poursuit après lui. Nous vivons en pleine démiurgie, non pas au sens où l'on pourrait singer Dieu, car le Créateur est justement celui qui définit les limites pour former les êtres, non pas au sens où l'on pourrait singer Satan, qui sépare les êtres entre eux, suscitant la haine et la discorde. Non, nous sommes des démiurges au sens où nous confondons le geste du Créateur et celui du diabolos. Nous confondons la limite qui produit l'être et qui peut donc faire exister l'amour, la différence, et la séparation qui produit le mal, la discrimination. Nous récusons la limite parce que nous la confondons avec le mal, alors qu'elle n'est liée qu'à l'être. Chantal Delsol. Le prométhéisme des totalitarismes et des sociétés modernes est propre aux sociétés post-chrétiennes, comme un effet secondaire de la déchristianisation. Les sociétés non occidentales ont une vision circulaire du temps, donc ne croient pas au progrès. Elles n'ont pas non plus la liberté personnelle qui pourrait contester leur anthropologie fondée sur des traditions. Elles ne commencent à se remettre en question que sous l'influence de l'Occident. Les conservateurs ou les jardiniers viennent aussi de la culture chrétienne sécularisée. Eux aussi ont hérité de la culture de l'espérance représentée par le temps fléché. Mais ils se demandent toujours ce qui peut ou ne peut pas être changé sans danger. Tout est culture, alors tout est possible. Mais le prométhéisme ne fait pas cette distinction entre ce qui peut ou ne peut pas être changé sans danger. Il veut tout selon ses désirs et il pense que tout ce qu'il désire est possible. Pour lui, tout ce qui semble impossible est juste temporaire, lié à des difficultés techniques ou financières. La mort, la vieillesse, des maladies, ça se soigne. Le sexe,
un choix, ça s'opère. La famille, un modèle, ça s'invente. Pour lui, il n'y a d'impossible que technique et non anthropologique ni moral, tant que ça va dans le sens de l'émancipation. Il n'y a plus d'ordre naturel, tout devient culture et social, donc sous notre contrôle. Ce prométhéisme est à la base du totalitarisme et de la postmodernité, même s'il s'applique différemment selon les contextes historiques. Croire qu'on peut mettre fin à la tragédie humaine pour unifier l'homme, comme le pensait Karl Marx, créer une race parfaite, comme le voulait Hitler, ou transformer les gens en cyborgs immortels, comme le propose le posthumanisme, c'est oublier l'idée même de limite. Le prométhéisme remplace la métaphysique par l'histoire et la nature par la culture. Par exemple, dire que le mal n'est pas ancré dans la nature humaine, mais un produit de la société, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, ou que la famille et le gouvernement ne sont pas nécessaires, mais ont été créés dans l'intérêt de quelques-uns, comme l'ont expliqué Engels et Marx, revient à dire que tout est possible. Ça veut dire que tout dépend de nous et de l'histoire qu'on écrit. Tout est culturel, donc façonné par nos choix. Des phrases comme « on ne naît pas femme, on le devient » suggèrent qu'on peut choisir son sexe, car la différence entre les sexes serait uniquement historique. La réalité est qu'on est femme et qu'on le devient aussi. Cette tendance moderne, totalitaire et postmoderne à remplacer l'être par le devenir est un excès d'historicisme. Le judéo-christianisme donne à l'homme la liberté de forger son histoire tout en tenant compte des limites de sa condition. Vico disait que l'histoire est l'œuvre de l'homme sous la garde de son créateur, mêlant providence et liberté. Le prométhéisme récupère cette référence judéo-chrétienne, mais sans le créateur. Alors il voit notre histoire comme un récit qu'on écrit nous-mêmes, sans aucune influence extérieure, où chaque moment peut être un nouveau départ. Pour les jardiniers, l'histoire du monde n'est pas un roman qu'on écrit soi-même. Elle est faite de facteurs essentiels qui ne dépendent pas de nous et qui ne sont pas là pour nous servir. L'homme qui se détache de la nature pour choisir son propre destin se retrouve aussi bien dans le totalitarisme que dans le monde technique. Tout comme le totalitarisme, la technique libère l'homme de beaucoup de contraintes. Les deux visent à supprimer l'ordre naturel pour qu'on vive dans un monde entièrement façonné par nous. On remplace les organismes par des organisations et la vie par la construction. Il n'y a plus de normalité, l'homme normal n'existe pas, il n'y a que des hommes normalisés, dit Chantal Delsol. La normalité est vue comme une forme de domination, donc il faut la déconstruire. Pierre Valentin a trouvé la meilleure définition pour le wokisme, à savoir la déconstruction de toute norme. Jean-Claude Michéa a cerné que cette déconstruction de la normalité est un héritage du libéralisme, soit de la première gauche, qui s'est mise à remettre en question le commun. Mais en fait, c'est un héritage de la philosophie de l'émancipation, laquelle inclut le libéralisme et toutes les gauches. Sur la 4e de couverture d'un livre primé de Yann Moix, on lit ceci. La naissance ne saurait être biologique. On choisit toujours ses parents. Naître, c'est semer ses géniteurs. Non pas tuer le père, mais tuer en nous le fils. Laisser son sang derrière, s'affranchir de ses gènes. Chercher, trouver d'autres parents, spirituels. Ce qui compte, ce n'est pas la mise au monde, mais la mise en monde. Naître biologiquement, c'est à la portée du premier chiot venu, des grenouilles, des mulots, des huîtres. Naître spirituellement, naître à soi-même, se déspermatozoïder, c'est à la portée de ceux-là seuls qui préfèrent les orphelins aux fils de famille, les adoptés aux programmés, les fugueurs aux successeurs, les déviances aux descendances. Toute naissance est devant soi, c'est la mort qui est derrière. Les parents nous ont donné la vie, à nous de leur reprendre le plus tôt possible. Il y a un besoin fort chez certaines personnes de ne pas être ancrées, de ne pas être retenues par des racines ou des liens, même si ces liens donnent du sens. Notre époque fait reposer l'accomplissement personnel et social sur la création du monde et non sur le soin du monde tel qu'il est. Tout est construit,
tout est culturel, rien n'est donné. Mais au sein même de la gauche s'est glissée une fracture. L'écologisme veut respecter la nature telle qu'elle est. Pas la nature humaine, ni l'anthropologie. Les écologistes de gauche restent prométhéens sur plusieurs points. Cela dit, on peut dire que l'écologie avec le christianisme sont les derniers remparts contre l'utopie du démiurge et sa métaphysique de l'illimité. Le déni de limite est un déni du réel. L'homme moderne ne veut plus être esclave d'aucune vérité. Il veut être libre de toutes les erreurs. Ce que voulait dire Nicolas Gomez d'Avila par cette citation est que le rejet des limites devient un rejet de la vérité elle-même. Hannah Arendt disait que pour le totalitarisme, tout est possible et rien n'est vrai. Car si tout est possible, alors le discours vrai ne décrit que le moment présent. Mais la réalité peut changer. Et si tout est vrai, puisque tout peut devenir réel, alors en fin de compte, rien n'est vrai. Mais comme tout n'est pas possible, l'idéologie est obligée de vivre dans une fiction. Le communisme répétait les formules d'une société parfaite, alors que ces peuples vivaient dans le chaos et la misère. Ceux qui osaient dire le réel étaient punis comme étant des agents du capitalisme. La postmodernité répète les formules du vivre ensemble, alors qu'en Europe, les ethnies s'entre-déchirent et supportent de moins en moins leur cohabitation forcée. Elles ne cessent de parler de diversité, alors même que par la mondialisation, le cosmopolitisme et le métissage, elles détruisent chaque jour un peu plus les particularités qui sont la diversité du monde. Elles célèbrent chaque jour les différences, alors que dans les faits, l'égalitarisme est dans une rage d'indifférenciation. Petre Fidelius parle d'un état existentiel de mensonge, disant que le mensonge devient institutionnel et impersonnel. Cela fait que quelqu'un peut être dans le mensonge sans se voir comme un menteur. Avec l'hégémonie de l'idéologie émancipatrice, le bon sens a disparu. On ne regarde plus les évidences ni ne les prend en compte dans nos décisions. Le bon sens est vu non comme des connaissances empiriques acquises par l'expérience de plusieurs générations, mais comme un ensemble de préjugés et de tabous qu'il faut abolir. Après tout, on veut un présent et un avenir complètement nouveaux. Alors on n'a que faire du sens commun qui reflète les connaissances sur un monde qui est déjà passé et qui doit disparaître. Pour comble, l'émancipation et la science moderne ont montré que ce qui paraissait évident hier ne l'est plus forcément aujourd'hui, et que le bon sens n'est plus un critère de connaissance. On a longtemps pensé que l'accouchement se faisait dans la douleur, mais ce n'est plus le cas. On pensait que l'homme ne pouvait pas voler, il vole plus haut que les oiseaux. Alors on a l'impression que toute notre existence pourrait un jour s'adapter à nos désirs. On en vient à croire que tout est possible. Tout raisonnement de bon sens qui va à l'encontre de l'idéologie dominante est rejeté comme rétrograde. Même si les idéologues savent que ces affirmations ne sont pas vraies aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte est ce qui sera vrai demain. Et ce qui sera vrai demain, c'est leur désir. Demain, ils créeront un ordre mondial qui dirigera un monde sans frontières, où tous les humains seront citoyens du monde, donc auront assimilé le civisme, auront renoncé à leurs particularités, adhéré à la laïcité et à la religion de la tolérance, et tous vivront en paix, y compris les LGBTQ qui ne seront plus la minorité puisque les sexes auront été déconstruits et que les hommes pourront tomber enceints. Un parlementaire français a été poursuivi en justice pour avoir dit qu'un couple d'homosexuels ne pouvait pas avoir d'enfants. Le raisonnement, même pas toujours conscient, est le suivant. Un jour, ça sera possible, puisque tout est possible. Le discours ne doit pas montrer la réalité d'aujourd'hui, mais celle de demain, et même contribuer à la rendre réelle. Dire ce qui est impossible devient donc non seulement faux, mais aussi dangereux pour l'idéologie actuelle, car ça peut détruire le futur. Ceux qui parlent de la réalité sont traités d'idéologues. C'est le monde à l'envers. Et si les idéologues arrivent à convaincre une partie de la population de leurs utopies, c'est parce que les gens sont de plus en plus isolés et donc disposés à écouter les chimères d'en haut plutôt que le bon sens de leur entourage. Quand les liens intimes sont brisés ou temporaires,
la sagesse collective s'affaiblit, car plus personne ne se sent autorisé à la défendre. De plus, dans une société atomisée et un monde désenchanté, les masses veulent elles-mêmes échapper à la réalité, faute de religion ou de grande histoire pour la rendre supportable. Ce qui rend les masses complices des élites dans cette omniprésence du mensonge. Quand pendant des décennies, médias et élites ont répété que le niveau scolaire montait juste parce qu'il y avait plus d'étudiants à l'université et que les jeunes savaient scroller sur un écran, tout le monde voyait bien que c'était faux, que le niveau baissait, y compris à l'université. Mais on a préféré y croire par peur de passer pour un réactionnaire ou d'affronter l'angoisse de l'avenir, ou encore par désir de croire à la réussite égalitaire de tous. D'où la citation de George Orwell, « La liberté, c'est pouvoir dire que 2 et 2 font 4. » Ce que veut dire Orwell, c'est que le monde réel peut disparaître sous nos yeux. On peut finir par ne plus savoir ce qui est réel. Sous les régimes totalitaires, à force d'entendre les mêmes mensonges officiels, les gens devaient se demander qu'est-ce qui est réel. Aujourd'hui, on écoute les médias sans être sûr de rien. L'essor des théories du complot est une expression pathologique du doute vis-à-vis du discours officiel. C'est le concept même de vérité objective qui est menacé. Avant, les gens mentaient de manière consciente, déformaient les faits ou cherchaient la vérité. Mais au moins, ils croyaient que les faits existaient et qu'on pouvait les découvrir. Aujourd'hui, les élites peuvent non seulement imposer un avenir fantasmé, mais ils peuvent réviser le passé, comme le faisaient les totalitarismes. Ils peuvent dire qu'il n'y a jamais eu de civilisation chrétienne, ni de peuple français. Il est devenu risqué de dire publiquement qu'à l'origine, l'Europe était peuplée de groupes humains à la peau blanche et que le judéo-christianisme a forgé son identité. Les séries, le cinéma et l'IA remplacent les anciens Européens par des minorités ethniques récentes sur le sol occidental. On se retrouve presque dans La ferme des animaux de George Orwell. En 2005, l'historien Olivier Grenouillot a été accusé de racisme pour avoir parlé de l'esclavage au Moyen-Orient. Un chapitre de l'histoire qu'on tente d'effacer. Pendant que des groupes demandaient son exclusion de l'université, Madame Taubira a dit qu'il posait problème qu'un enseignant présente ses thèses, sous-entendant que parler de la traite des esclaves venant de pays non occidentaux est une opinion raciste et pas un fait. C'est comme sous le communisme où exprimer la réalité est considéré comme une idéologie, alors que l'idéologie dominante se présente comme la réalité. Que manque-t-il aux prométhéens postmodernes, prêts encore une fois à réécrire le monde humain à la mesure de leurs désirs? Il leur manque de prendre la réalité au sérieux. Chantal Delsol. L'abolition des limites mène à l'ensauvagement. Pour les conservateurs, l'abolition des limites intérieures joue pour beaucoup dans l'ensauvagement de nos sociétés. Ça mène certains au refus de la loi extérieure et la volonté de se créer ses propres règles selon son humeur du jour. Car l'éthique n'est rien d'autre que le respect des lois morales comme barrière devant la volonté et la possibilité d'agir. Toute démiurgie est amorale, non pas parce qu'elle récuse les limites que la culture a assignées jusqu'alors, mais parce qu'elle récuse la notion même de limite. Chantal Delsol. Il y a une indulgence, voire une fascination des démiurges pour la délinquance et la criminalité. La transgression étant devenue une valeur culturelle, le refus des tabous et de la norme donne au hors-la-loi un certain prestige. Quand l'exposition sur le marquis de Sade a eu lieu en 2014, les gens ont applaudi frénétiquement, fascinés par sa barbarie. Une critique de l'expo disait « La visite de cette divine exposition consacrée au marquis de Sade confirme ce que nous pensions depuis longtemps. Cet homme du XVIIIe siècle est le plus grand terroriste du sexe de tous les temps. En bafouant tous les interdits, en montrant l'immontrable et en représentant l'imprésentable, il a dynamité la littérature et la peinture du XIXe siècle, puis du XXe siècle. Les nombreuses œuvres exposées par le musée d'Orsay apportent la preuve de son influence, visible ou souterraine, sur la plupart des peintres et sculpteurs. Après lui, les corps se libèrent,
les fantasmes percent, les colères grondent. Annie Lebrun, commissaire de l'exposition, n'a voulu aucune censure, aucun interdit. Cannibalisme, scatologie, sadisme, martyrologie, zoophilie, torture, crime, elle évoque tout. Tout est bon quand il est excessif, répétait Sade. C'est toujours vrai. Cet attrait pour la barbarie chez les démiurges est directement lié à leur désir d'abolir le monde pour le refaire. Nous ruinerons cette civilisation qui vous est chère, monde occidental. Tu es condamné à mort, écrivaient les surréalistes qui faisaient en même temps l'éloge du meurtre et de la cruauté. Le nazisme et le communisme furent aussi une envie de briser ce monde imparfait. Les démiurgies d'aujourd'hui ont-elles aussi une colère contre les limites anthropologiques, vues comme des mensonges, ayant pour but de limiter l'individu. L'éco-conservatisme. Les conservateurs, eux, préfèrent le risque de préserver de fausses limites, quitte à limiter l'individu, plutôt que de détruire de vraies limites au point de vider l'humain. Ce sont les démagogues qui incitent les triangles à s'évader de la prison de leurs trois côtés, disait Chesterton. Et il disait aussi, ne fais pas tomber une barrière sans savoir pourquoi elle était là. Pour le jardinier, l'humain fait partie de la nature et doit donc être protégé comme la nature elle-même. Tout comme les montagnes ou les baleines, les humains suivent des lois anthropologiques qui peuvent être difficiles à distinguer des constructions sociales. D'où l'importance de ne pas détruire aveuglément ce qu'on ne maîtrise pas. Les écologistes de gauche défendent la nature tout en appelant à la déconstruction de l'humain. Pour les déconstructeurs, l'homme d'aujourd'hui est un ignorant rempli de préjugés. Pour le posthumanisme, les gens normaux sont vus comme des handicapés comparés à l'homme parfait qui viendra. Pour le communisme, l'humanité était encore à l'âge de pierre en attendant la société parfaite. Le démiurge considère tout notre passé comme mauvais. En fait, le démiurge, c'est comme un romancier. Il crée son œuvre comme il veut. Il peut la changer, l'agrandir ou la réduire selon ses envies. Son temps est celui du contrôle. Alors que le temps du jardinier est lié à des processus mystérieux et imprévisibles. Il ne cherche pas à être efficace, mais à faire pousser son jardin. Il n'est pas là pour créer un nouveau monde, mais pour améliorer celui qu'il a trouvé. Son œuvre ne lui appartient pas entièrement, ce qui le rend responsable non seulement de ce qu'il a fait, mais aussi de ce qu'il a pu détruire. Son temps n'est pas totalement à lui. Il dit qu'on a besoin de temps pour s'émanciper, tout comme les fleurs ont besoin de temps pour pousser et fleurir. La démocratie, l'abolition de l'esclavage, l'émancipation des femmes, tout ça prend du temps. Rien n'est automatique ou technique. Cette exigence du temps montre qu'il y a des principes profonds à l'œuvre. Les phénomènes humains doivent évoluer dans le temps long, comme tous les phénomènes de la nature. Aussi, le boulot du jardinier consiste à trouver un équilibre entre le respect des lois de la nature et sa capacité à améliorer les choses. Il doit constamment établir des limites entre sa force et son impuissance, entre la maîtrise et le lâcher-prise, entre façonner et admirer. Voilà, jusqu'ici nous avons abordé le clivage gauche-droite du point de vue philosophique, démiurge contre jardinier, émancipation contre enracinement, et d'un point de vue métaphysique, l'illimité contre la limite. La prochaine et dernière vidéo de cette série abordera le clivage gauche-droite du point de vue anthropologique, individualisme contre personnalisme. D'ici là, si vous avez apprécié ce contenu et si vous souhaitez encourager ce travail, exprimez-le moi par un pouce ou un partage, abonnez-vous et activez votre clochette, laissez-moi un commentaire que j'essaierai d'intégrer dans une FAQ, et vous pouvez aussi faire un don sur Ko-fi. Vous pouvez suivre la chaîne sur Facebook et Instagram et retrouver cette vidéo en podcast. Merci.